Caramel. 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 Mou. Caramel. Caramel. Ce n'est pas pour me vanter, mais ça tangue sévère du côté du gouvernement. Non seulement les ministres n'arrêtent pas de se contredire les uns les autres, non seulement nous sommes confinés dans nos habitations avec pour seule porte de sortie une journée de 8 heures en entreprise avec pause déjeuner sur le trottoir, 1 heure de promenade dans un rayon de 1 km autour du domicile et l'achat de la baguette quotidienne à la boulangerie du coin et ne pas oublier bien sûr le justificatif de déplacement s'il vous plaît. Mais en plus, Jupiter déploie en ce moment, de manière inédite, tout un arsenal de mesures sécuritaires sous couvert de périodes troublées, de menaces terroristes et de crises sanitaires. Si celles liées au Covid-19 sont temporaires, la législation antiterroriste, elle, va durablement s'inscrire dans le droit français au risque d'affaiblir l'état de droit. La loi pour la sécurité globale, discutée depuis mardi à l'Assemblée nationale, en est un nouvel exemple. Une de ces dispositions visant à interdire et à pénaliser la diffusion d'images des forces de l'ordre afin, je cite, de ne pas porter atteinte à l'intégrité physique et psychique du fonctionnaire, mais grand Dieu, qui a pu écrire une phrase aussi inepte, entraînerait de fait une restriction importante de la transparence sur l'action des forces de l'ordre et plus généralement de la liberté d'expression, déclaré avant-hier dans Libération Patrice Spinozzi, avocat au Conseil d'État. Faut-il rappeler, poursuit-il, les nombreuses violences policières qui ont été révélées ces dernières années uniquement grâce aux vidéos de journalistes ou de citoyens. Sans ces images, par exemple, il n'y aurait jamais eu d'affaire Benalla. Dans son immuable en même temps jupitérien, cette loi entérine donc l'interdiction pour un citoyen de filmer la police tout en développant la vidéosurveillance ou l'autorisation de filmer les citoyens par drone, disposition pourtant refusée l'année dernière par le Conseil d'État une première fois. Cette surenchère répressive entamée sous la présidence Sarkozy, poursuivie par François Hollande, est largement continuée par l'actuel président. Ainsi, un amendement glissé dans la future loi sur la recherche pourrait rendre illégale, sous peine de prison, toute occupation d'université. En pratique, cette nouvelle loi autoriserait les forces de l'ordre à utiliser toutes les armes du droit pénal en vue de contenir une grève ou un mouvement social universitaire. Si l'on rajoute à cette volonté jupitérienne de rogner les libertés publiques au nom de la lutte antiterroriste, les déclarations de certains hommes politiques, fin octobre, Jacques Miard, ancien député LR, demandait à ce que l'exécutif puisse conduire la répression sans être entravé par l'état de droit, on se dit que le plus dur est à venir. C'était donc ça, le monde d'après. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, saison 32, épisode confiné et réalisé depuis mon garage, mis en onde cette fois par Thomas Delafosse. Ce soir, il sera question du prochain album du groupe toulousain Quartetto Tafi, album qui s'appellera Amanecer et qui devrait sortir au printemps 2021. On en parle avec sa chanteuse Léonora Rispe. Et puis, nous profiterons du retour de quelques-uns de nos chroniqueurs maison, au téléphone, pour parler de cuisine à emporter avec Perrine Crubilé, de musique bizarre avec Jean-Pierre Lérac, la caution morale et artistique de cette émission, et de cinéma avec notre bon professeur Thibaut. Mais tout de suite, nous repartons à New York, années 70. C'est Caramel Mou, et c'est tant mieux.
Retrouvons Philippe Marcadet, jeune Français de 20 ans lorsqu'il arrive à New York en 1974. Musicien, il monte un groupe, The Senders, à tendance pub rock façon Dr. Feelgood, joue dans les clubs du punk naissant et fréquente les futures gloires du style que sont Debbie Harry de Blondie, Johnny Sanders des Heartbreakers, Didi et Joey des Ramones. Et puis, il passe ses nuits au CBGB ou au Max pour aller écouter cette musique qui explose dans ce New York de cette fin des années 70. Ainsi, en avril 77, il est au Max, un soir où passe le groupe Télévision de Tom Verlaine, texte extrait du livre de Philippe Marcadet, Au-delà de l'avenue D, paru aux éditions Scali. On était au Max, un soir de printemps, quand beaucoup trop stone, Babette fut prise d'une forte envie de gerber et décida de sortir respirer un peu d'air frais. Il y avait toujours des ringards style disco qui venaient au Max pour voir ce que c'était que ce truc dont tout le monde parlait, le punk rock. Un de ces mecs venait d'entrer dans le club, en costard blanc avec la chemise ouverte et quelques petites chaînes d'or autour du cou, tout droit sorti de la fièvre du samedi soir. Il commençait à monter l'escalier quand Babette, en haut, juste au-dessus de lui, se mit soudain à dégueuler avec une force incroyable, l'aspergeant de la tête aux pieds de vomi. Arrgh ! Il resta planté là, complètement sous le choc, ça lui dégoulinait des cheveux, il en avait partout. « Oh, désolé !» lui dit Babette avec un petit sourire gêné. Il était tellement choqué qu'il ne put même pas répondre. Il se retourna sans dire un mot, redescendit l'escalier et rentra chez lui, ça lui avait suffi. Au moins, s'il était venu pour voir du punk rock, il avait été servi. Qu'est-ce que c'est? Caramel mou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Congo ou pardon? Professeur Thibault, bonsoir. Bonsoir, petite fée de la FM. Comment allez-vous? Ça va très bien. Et si vous saviez le plaisir que me fait cette altercation qui vient du fin fond de votre appartement, je me dis, youpi, le professeur Thibault est encore en vie. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il est là. Alors, il rapetisse, il perd quelques centimètres au fil des heures de ce confinement. Voilà, j'ai remarqué que je me tassais comme ça. Ouais, Donc, peut-être que quand je sortirai, je pèserai 112 kilos pour 1m15 ou quelque chose comme ça. Vous risquez de ne pas me reconnaître. Si vous en êtes là, vous ferez une parfaite boule de bowling. Exactement, et on me fera rouler dans la rue, et j'adorerais ça, enfin du sport. Bon, en attendant ce grand moment d'activité sportive indoor, vous êtes là aussi pour nous parler de pellicules, de cinéma, des mois pelliculaires. Alors, de quoi qu'on cause cette semaine? Oui, tout à fait. Alors, bien évidemment, alors comme je suis un très très mauvais élève, me voici donc coincé dans ma mansarde, donc, et pour des impératifs techniques, je suis face à une étagère donc conductrice et je vais sortir écoutez, au hasard, on va sortir quelques petites choses, alors peut-être qu'il y aura des bruits parasites de DVD que je vais essayer parce c'est vrai qu'ils sont bien serrés. Bien serrés. Alors on va en sortir, on va en sortir un et en plus il est bien celui-là. On a de la chance. Alors voilà, je précise quand même que tous les sites dont je parle, on peut se les procurer donc légalement, mais aussi illégalement. Oui. Voilà, je pense qu'en ces difficiles périodes, personne ne vous en voudra. Alors on attaque avec quoi? On attaque avec No Way Home de Buddy Giovinazzo. Alors Buddy Giovinazzo qui était quelqu'un qui avait commencé dans le film d'horreur, quelqu'un qui a commencé pour la firme Trauma. Vous savez, les producteurs de Toxic Avenger, etc. Voilà, ce genre de choses. Et c'est quelqu'un qui a glissé dans le cinéma indépendant au début des années 90 avec ce film complètement incroyable. Déjà le casting est assez fou puisqu'on y retrouve Tim Roth, Deborah Unger et un acteur assez incontrôlable que j'aime beaucoup qui s'appelle James Russo. Voilà, qui a œuvré aussi chez Abel Ferrara. Alors qu'est-ce que c'est que No Way Home? En fait, si je vous dis de quoi ça parle comme ça, vous allez me dire oui, c'est un polar, vu que c'est un jeune gars qui vient de passer 6 ans en prison,
et qui ressort, qui va retrouver son frère aîné, dans sa maison, et puis bien sûr, ce gars qui est en quête de rédemption, donc va subir un petit peu les magouilles comme ça de son frère. Alors là, on se dit, on est dans un film noir classique. Eh bien, non, absolument pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a oublié combien ce cinéma indépendant américain était d'une rare violence sociale. Et je vous garantis que moi, l'Amérique qui est montrée dans No Way Home de Buddy Giovanizzo, on hallucine complètement. Alors, je pense que c'est filmé dans le New Jersey. Si mes souvenirs sont bons, ça doit être des banlieues très très éloignées de New York. On parle même pas le Bronx, hein, c'est au-delà, etc. Mais en fait, Giovanizzo, avec sa caméra, en fait, il va radiographier cette espèce de quart-monde américain. C'est-à-dire qu'on ne voit jamais. C'était, en tout cas, à cette époque-là, c'était pas du tout courant. C'est quelque chose qui est très sombre. C'est totalement désespéré, dans lequel, on a des personnages comme ça qui essayent de tenir la tête hors de l'eau, et pour lesquels, en fait, on est pris, en fait, d'empathie, parce qu'il y a beaucoup de salopards quand même dans ce truc-là. Mais quelles sont les réelles causes? Pourquoi ces gens sont comme ça? C'est tout simplement à cause du social. Voilà. Et le propos est très clair. Moi, j'adore ça. C'est un film qui a un peu disparu des écrans radars. Et il serait bien qu'il y revienne. Hein, voilà. Vous nous rappelez quelle période, à quelle période a lieu ce film? Alors, ça doit être le début des années, je pense que c'est le début des années 90. Ouais. Quelque chose comme ça. Ça doit être compris entre 92 et 97. Ouais, on sort juste de la période du Reagan triomphant. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et est-ce que ce film se voudrait-il par hasard une critique de cette période-là qui vit l'arrivée du néolibéralisme triomphant lui aussi aux États-Unis? Ah oui, mais bien sûr, complètement. On est complètement dans ce truc-là. Mais si vous voulez, et encore une fois, la grande intelligence de ces films, c'est de ne pas appuyer justement ce propos-là, c'est aussi de raconter une histoire tout en l'emplaçant dans ce décor-là. Si vous voulez, une sociale n'est qu'en filigrane. Et moi, c'est ça que j'aime dans ce type de film, c'est-à-dire que d'abord on a une histoire et des personnages, et qu'ensuite, bien évidemment, en filigrane, on a tout ce social un petit peu décatine. Et moi, j'ai vraiment halluciné de cette Amérique-là. Voilà. Donc, il serait bon que de jeunes cinéastes s'en inspirent. Bon, allez, rappelez-nous le titre de ce petit chef-d'œuvre. Alors, ça s'appelle No Way Home de Buddy Giovanizzo. Voilà, ça se trouve en DVD et quelque part, bien sûr, sur le net. Vous en voulez un petit autre? Allez, un deuxième, mais est-ce que le premier film a par hasard aussi un titre en français, non? C'est son titre français, No Way Home, c'est son titre original et c'est son titre français. Ah ouais, ce français-là, je le connais pas tout à fait. Allez, un deuxième, professeur Thibault. Allez, un deuxième très rapide. Je me demande si je l'avais pas fait celui-là, mais c'est bien les rappels. Ça existe. Alors là, c'est quand même un de mes cinéastes favoris. Donc le film s'appelle Stuck. Instinct de survie. Alors vous allez me dire Stuck, c'est comme No Way Home, ça va pas, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire coincé. Alors de quoi ça nous parle? Donc Stuart Gordon, je précise que c'est un cinéaste relativement étrange parce que c'est quelqu'un qui a commencé dans le théâtre expérimental. Dans les années 70 et tout début 80. Et coup de théâtre, en fait, il s'est accoquiné avec un autre garçon que j'aime beaucoup qui s'appelle Brian Usna. Et tous les deux, c'est eux qui nous ont pondu Reanimator. Ah oui. Une adaptation très très éloignée de la nouvelle de Howard Philip Lovecraft. Et donc Stuart Gordon est tombé dans le cinéma de genre. Reanimator avec des très 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 grosses aiguilles et des très grosses ampoules. Et des très grosses seringues. Oh oui. Alors, j'en ai encore un souvenir tout ému. Et
bien, de quoi nous parle ce Stuck? Alors ça, on est vraiment dans le tout petit budget. Là, c'est un Stuart Gordon qui s'éloigne un petit peu du cinéma d'horreur, mais qui reste toujours un petit peu presque dans ses fables un petit peu grotesques. C'est l'histoire d'une jeune infirmière qui termine son service, qui rentre en voiture tranquillement chez elle, et là, tout à coup, que se passe-t-il? Bim, bam, boum, c'est l'accident. Il y a un clochard qui vient s'encastrer dans son pare-brise et qui va rester bloqué. Dans le pare-brise. Bloqué dans la voiture, etc. Alors c'est assez affreux, le sang coule partout, etc. Mais au lieu, évidemment, de prévenir les secours, ou au lieu de porter les premiers secours, cette infirmière, en fait, est prise de panique, rentre chez elle, met la voiture dans son garage, tout simplement parce qu'elle est en passe d'obtenir une promotion et qu'elle sait très bien que si elle a un problème quelconque, si elle fait peut-être quelque part la une des journaux ou un entrefilet dans le journal local, elle n'aura pas sa promotion et donc elle va décider de sacrifier la vie de ce clochard. Reste que ce clochard est encore vivant et je vous garantis qu'il y a une grande partie du film qui est absolument terrible. C'est la façon dont ce laissé pour compte là aussi va essayer de se sortir de la voiture pour aller se venger de cette infirmière. Donc vous voyez là aussi il y a le petit discours social qui va bien. C'est une cruauté redoutable et c'est un excellent acteur. Je pense que c'est un acteur anglais d'ailleurs qui joue le SDF là qui reste bloqué donc dans le pare-brise de cette voiture. Je crois même qu'il y a le levier de vitesse qui va perforer le ventre ou quelque chose comme ça. Vous voyez comme c'est un petit peu cruel. Enfin bref, l'acteur s'appelle Stephen Rea. Voilà, moi c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Stuck de Stuart Gordon. Stuck, instinct de survie en français. Voilà. Eh ben c'est parfait. Voilà au moins 2 films que l'on pourra se voir pendant nos longues soirées de confinement. Exactement. J'ai pas choisi les plus joyeux, mais c'est sur ça que je suis tombé. Donc, écoutez, que voulez-vous, la prochaine fois, ce sera peut-être plus joyeux. Ce sera autre chose. C'est ce qu'on appelle le hasard, professeur Thibault. Merci d'être passé chez nous ce soir et on se retrouve la semaine prochaine. Des nada, et à la semaine prochaine. Call the lover in me, call the dreamer in me, call the hoper and see there's a rover sleeping in me. Choose the stranger in me, move the drifter in me, feed my traveler and see there's a danger waiting to be. Oh, kill the weeper, let's kill the weeper and kiss me harder. Kill the weeper, just kill the weeper. Let's kill the weeper in me. Find the trigger in me, cool the drinker in me. Feel me eager to be, there's a maker sleeping in me. Meet the winter in me, be a lighter for me. Taste my fever and see there's a fire waiting to be. Oh, kill the weeper, let's kill the weeper and kiss me harder. You kill the weeper, let's kill the weeper and kiss me harder.
Ouipo and me. Jean-Pierre Lérac, bonjour. Bonjour. Voilà, on continue notre ronde des chroniqueurs par téléphone. Bien entendu, il y a des normes à respecter et on ne peut toujours pas accéder au studio de la radio. Donc c'est bien chacun coincé dans le huis clos de nos appartements respectifs que nous communiquons et que nous essayons de faire de la radio. Alors Jean-Pierre, confinement ou pas confinement, il y a encore de la musique qui se fabrique. C'est de ça dont vous voulez nous parler aujourd'hui. Ben en fait, c'est un peu ça, parce que les musiciens, comme ils jouent pas, et en même temps, ils fabriquent, quoi. C'est ça qui est bien, parce que tout le monde essaie de s'adapter à ces circonstances. Donc, finalement, les musiciens, ils travaillent, ils font des créations, et voilà. Donc là, j'ai choisi de vous parler de deux nouveaux projets, parce que là, ça fait depuis les débuts de confinement, on n'arrête pas de parler de nouveaux projets, et on espère qu'un jour, on pourra les voir, voilà. Donc, on en parle pour le moment, voilà, on les écoute un petit peu. Et donc, voilà, le premier projet, c'est Mocking Dead Bird, dont on vient d'écouter un morceau juste à l'instant. Voilà, alors ce quartet, c'est un groupe que j'ai eu la chance de pouvoir voir. C'était vraiment un coup de chance, parce que c'était dans la fenêtre, la seule période où on pouvait voir des concerts en France, c'est le mois de septembre. Donc, et surtout que j'étais à Luce et que par hasard, il se produisait chez Pierrot, ce quartet. Je le connaissais pas. Bon, Fabien et Daniel m'en avaient parlé. Donc Fabien, c'est Fabien Duscoms, le batteur du Tigre des Platanes ou de Facteur Sauvage, entre autres. Voilà, non, pas Daniel Scagnette, qui est le chanteur notamment de Facteur Sauvage. Ouais. Et Duscoms, pas du tout le batteur des Facteurs Sauvages. C'est n'importe quoi ce que je dis. C'est pas le batteur des Facteurs Sauvages. Fabien Duscoms, on le connaît dans tellement de groupes. Si vous voulez faire sa biographie, l'émission ne serait pas assez longue. Donc tout le monde connaît. On va partir du principe que tout le monde connaît Fabien Duscoms. Et il y a également Sébastien Bacchias, qu'on appelle Bacchus, d'ailleurs, c'est son surnom, qui est d'ailleurs le nouveau frère de Daniel Scagnette. Enfin, on va s'arrêter là. Et donc, qui est un nouveau Tarnais, qui lui aussi est un Dijonais. Et puis Émeric Descharrières, qui lui est un vrai bourguignon. Donc ce quartet, ça a été vraiment plus qu'une belle surprise pour moi. J'ai vraiment adoré. D'ailleurs, depuis que je suis revenu, j'arrête pas d'écouter ce disque. C'est du rock comme on l'aimait nous à notre époque, l'époque où il existait du rock. Ouais, le rock, donc une époque que les jeunes n'en ont pas connu. Et donc, alors cette musique, il a défini comme une chanson blues rock ou du dark folk. Voilà. C'est vrai qu'à l'image du morceau que l'on vient d'écouter, c'est une musique assez noire. Voilà. Alors c'est vrai que parfois ça ressemble un petit peu à quelques accents, on va dire. C'est pas un truc comme on fait penser à Nick Cave un petit peu. Oui, tout à fait, oui. C'est un peu cet univers. Bon, moi, des fois, pendant le concert, j'avais l'impression d'être plongé, ou des fois du Bruce Springsteen, du Van Morrison, voilà, en fait, tout ce qu'on a connu, ces musiques qui apparemment, qui nous ont bercé toute notre jeunesse, voilà. Donc ça, c'est vrai que ce qui est remarquable dans ce quartet, bon, évidemment, c'est la voix de Daniel, qui est quand même une voix extraordinaire. En plus, il est moitié américain, donc tous ces textes, c'est quelque chose, évidemment, il chante pas en yaourt. Et puis après, il y a cette rythmique terrible avec Fabien et Bacchus. Donc moi, c'est quelque chose qui tient vraiment la route. Et c'est vrai que ce disque, je l'écoute souvent. Et en fait, il y a tous les morceaux tiennent la route. Il y a pas de temps faible dans cet album. Il y a vraiment tout. C'est difficile même de choisir un morceau. Et voilà. Donc c'est vraiment, on a hâte de vraiment pouvoir les voir à Toulouse. À l'époque, au moment où le vaccin aura fait son effet, on l'espère. Voilà. Donc on va souhaiter au printemps pouvoir voir ces Mocking Dead Bird. Voilà, donc Mocking Dead Bird, premier album éponyme, donc qui s'appelle Mocking Dead Bird, que l'on peut se procurer sur le site de Bandcamp. Il est en vente sur cette plateforme-là, et c'est un album assez chaudement recommandé par la maison. Je suppose que vous l'avez écouté aussi, vous êtes un petit peu de mon avis. Il y a une magnifique pochette, alors si vous avez l'occasion d'acheter le vinyle, c'est vraiment magnifique, vraiment très 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 belle pochette.
Donc voilà, donc ça c'était votre premier coup de cœur de ce nouveau confinement. Le deuxième coup de cœur, il n'y a pas encore d'album. Ce qu'on passera en fin de votre chronique, c'est du matériel de travail, de sortie d'une résidence. C'est un duo de deux filles. Voilà, alors ça, justement, on parlait de ces résidences, donc ce qu'on va écouter, c'est vraiment ce qui se fait en ce moment, c'est les seules choses qu'on a autorisé à faire, c'est-à-dire de faire travailler, pour donner la possibilité aux artistes de travailler. Et donc, ce duo, c'est vraiment de deux très jeunes filles, que je crois qu'elles doivent avoir 22-23 ans. Et pour moi, c'est un vrai coup de cœur. Et vous savez, quand même, je vais vous faire une confidence, quand même, pour les programmateurs, ce qu'il y a vraiment de plus, comment dirais-je, de plus excitant, mais de très très loin. Je suppose que vous savez ce que c'est qui est le plus excitant pour un programmateur. Ah ben non, moi je ne suis pas programmateur, mais c'est peut-être la découverte et le fait d'être surpris. Alors c'est un peu ça, mais alors je vais aller plus loin, c'est vraiment de découvrir des jeunes talents, parce que là on a pour le coup on a une duo qui est potentiellement quelque chose donc on les accompagne pour construire leur musique, et donc ces jeunes, alors ces deux jeunes filles, c'est Sarah Bro et Marion Jo, elles se sont rencontrées lors de leurs études en musicologie à Mirail. Et donc à cette occasion elles ont fait des ateliers avec Christine Wodraska, que nous présentons plus ici, qui a quand même pour ceux qui connaissent pas, Christine Wodraska, qui est une pianiste qui fait quand même de la musique, on va dire improvisée, vraiment on peut dire là même assez bruitiste parfois. Et donc et Christine Wodraska donc qui enseigne en même temps à la fac au Mirail. Voilà, et donc là c'est la passation, et je crois qu'elle leur a transmis ce goût de l'improvisation, mais elle leur a transmis aussi vraiment, elle leur a appris un petit peu à aborder ce que c'est que l'improvisation en musique, et vraiment aussi elle leur a donné le goût de la prise de risque. Et moi ce que j'aime bien dans ce duo, parce que déjà il y a que 4-5 ans qu'ils font de la musique ensemble, et il y a vraiment une maturité déjà technique au niveau des voix, au niveau du violon, elles ont une maîtrise qui est surprenante pour leur âge. Et moi ce que j'aime justement, c'est qu'en fait elles explorent, elles ont envie, elles osent, elles essaient d'aller vraiment vers un univers qui est le leur, quoi. Et donc il y a vraiment tout ça. Je crois que c'est intéressant pour nous, parce que je crois c'était intéressant de leur faire une résidence, qu'elles puissent vraiment doser tout ça. Moi, je crois qu'elles vont dans plein de directions, et leur musique, elles peuvent aller sur des moments où c'est très très mélodieux, mais aussi sur des moments très bruitistes. Donc tout ça, il faut qu'elles construisent l'univers. Moi je crois qu'il y a un potentiel extraordinaire dans ce duo, et voilà, donc moi c'est ça. Donc on va suivre, ça veut dire, ça s'appelle l'accompagnement, ça veut dire déjà pendant une semaine à Luz, elles ont pu peaufiner tout ça, et moi je suis vraiment très très confiant, j'adore ce qu'elles font. Et donc on aura l'occasion régulièrement de reparler de là où elles en sont, et peut-être éventuellement, même peut-être que j'espère un jour les faire venir dans le studio. Voilà, en plus c'est vraiment, elles ont envie de créer leur univers musical, et on les encourage, quoi. Donc ça, c'est Tarzan et Tarzan, un duo qui joue sur plein d'instruments à cordes. Il y a le violon, il doit y avoir peut-être un ukulélé, il y a plein de cordes pincées qu'on entend dans plusieurs bandes là qui sont en train de tourner. On en écoutera un tout petit extrait dans 2-3 minutes, mais on est sur cet univers-là de percussions sommaires et de cordes frottées et pincées. Plus un travail sur les voix qui est assez riche.
le soir. Vous croyez qu'en radio, ça va marcher, ça? Je crois à ce qui est dans le vent. Et vous n'avez pas du tout l'esprit station. Oui, c'est bien d'être un auteur branché, destroy, mais il y a des limites. Caramel. Léonore Rispé, bonsoir. Bonsoir. On vous téléphone d'abord pour prendre des nouvelles de vous et de votre groupe, le Quartetto Tafi. Mais tout d'abord, racontez-nous un peu l'histoire du Quartetto Tafi, qui est quand même une association sur le papier plutôt atypique. Vous êtes d'origine argentine et ça se sent dans votre voix. On retrouve dans ce quartet un bouzouki qui est plutôt la tradition grecque, une guitare plutôt d'inspiration flamenca et des percussions qui sont africaines et afro-latines. C'est quand même un mélange un peu curieux sur le papier. Ben, écoute, déjà merci beaucoup de prendre de nos nouvelles. On est très touchés par cette démarche de venir jusqu'à nous et on est toujours très très heureux de vous donner des nouvelles. On s'est rencontrés il y a 8 ans. Tous les 4. Je me plais à dire qu'on s'est rencontrés à chaque fois au pied de la montagne des 7 couleurs, en Argentine, qui est mon pays d'origine. On s'est rencontrés là tous les 4. C'est là que notre musique, c'est-à-dire notre amour pour la musique argentine est né pour tous les 4 finalement. Moi, comme tu l'as dit, je suis d'origine argentine. Mes parents étaient des exilés politiques de la dernière dictature argentine et très attachés à la culture et à la musique. Voilà. Donc la dernière dictature, celle de Videla des années 70. Voilà, qui s'est terminée en 83. Donc mes parents ont trouvé refuge et asile ici en France, à Marseille tout particulièrement. Et ensuite, lorsque la démocratie était enfin arrivée dans les années 83-84, on est rentré en Argentine et c'est là où j'ai eu mes premières années finalement de souvenirs, on va dire, et d'attachement avec ma terre. C'était à ce moment-là. Et ensuite, on est re-rentré ici en France pour retrouver ma grande sœur qui était restée ici. Donc finalement, le Quartetto Tafi est une histoire d'amitié, de voyage aussi, mais qui est aussi très attachée à mon histoire finalement, puisque je suis la chanteuse du groupe, mais j'écris aussi les textes. Et en écrivant mes textes que je chante avec les garçons, c'est une manière aussi de rendre hommage à mon histoire, à l'histoire de mes parents, à l'histoire de mon pays, mais aussi tout particulièrement aussi à l'histoire de l'Amérique latine. C'est aussi c'est de ça dont parle aussi le dernier album Amanecer. C'est aussi un hommage au plus général à tous les mouvements de lutte et de résistance qui se passent en Amérique latine. Donc finalement, on s'est rencontrés tous les 4 il y a 8 ans, on a sorti 4 albums, on se quitte plus, on se laisse aller finalement, divaguer dans nos histoires, on se fait confiance et ça marche finalement. Et on va peut-être citer aussi vos compagnons de jeu. Il y a Ludovic Denis qui joue du bouzouki, il y a Mathieu Guénez qui joue de la guitare et Frédéric Tellier qui est aux percussions. Le Quartetto Tafi, c'est plus une rencontre qu'une volonté de mélanger des instruments pour avoir une sonorité bien définie? Oui, en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est d'abord une rencontre humaine et amicale et voire amoureuse. Donc, tous les 4, ça a été un flash, ça a été un coup de foudre finalement entre nous 4 et en ayant déjà ce lien à la base, on s'est dit, on aime pas mal le folklore argentin, on aime aussi cette musique, cette identité, cette histoire, la musique populaire qui nous a énormément touchés. Et puis on s'est dit, en rentrant de voyage, on s'est dit on va essayer d'arranger un petit peu ce folklore à notre sauce, donc avec un bouzouki, avec une guitare avec des sonorités, comme tu l'as dit, un peu flamencas, avec des percus afro-latines. Et on s'est dit, on va pas essayer de faire du folklore puisqu'on va pas y arriver, et puis on n'a pas cette prétention de
se comparer à des grands maîtres et maîtresses de la musique folklorique, mais on a essayé de l'arranger. Et finalement, ça a pas mal marché parce que c'est un style qui n'était pas très connu en France, encore moins à Toulouse. Et c'est comme ça qu'on a conquis un peu les scènes toulousaines et puis qu'on a réussi à avoir un public. Le Quartetto Taffi est devenu comme une sorte d'évidence pour nous quatre. On a arrêté pas mal de projets qu'on avait tous en parallèle et on s'est vraiment mis tous les quatre de manière entière et sincère dans la production du groupe et dans le développement. C'est-à-dire on a monté notre propre boîte de prod, on est en autoproduction, nous avons des aides, publiques et privées, mais c'est nous qui faisons tout. Comme tu le dis, on a commencé dans des petits bars, c'est finalement là où on a commencé aussi à se connaître, nous quatre, et puis aujourd'hui, en toute humilité, on arrive à arpenter des belles scènes nationales, des scènes conventionnées, de beaux théâtres, et c'est aussi une manière d'appréhender la musique d'une autre manière, de la rendre aussi plus accessible à d'autres Toulousains aussi, à d'autres personnes de France, etc., à d'autres scènes aussi. Donc finalement, on est content parce que c'est beaucoup de travail aussi. L'intermittence est aussi un statut extrêmement fragile et précaire. Donc on travaille aussi pour essayer d'avoir toutes ces fameuses dates que nous impose l'intermittence. Et puis avec ce nouvel album, comme tu dis, on s'est un petit peu finalement éloigné de ce folklore qui au début nous avait tous séduits pour finalement se faire confiance et essayer de faire de la world music. Alors c'est pas très joli, c'est en anglais, mais la musique du monde, c'est-à-dire un mélange d'instruments acoustiques avec aussi un peu d'électro, un peu de hip-hop, un peu de modernité. Ce nouvel album est un peu le reflet de nos vies, c'est-à-dire qu'on a eu envie d'enlever un petit peu de poussière, de se faire entièrement confiance, de s'entourer de personnes avec qui on avait envie de travailler, des amis, des artistes, des musiciens, des musiciennes qui nous ont offert tout leur univers. Donc ça a pris 3 ans de réflexion et puis aujourd'hui Amanecer va sortir et puis on est très 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 content du résultat. Amanecer, c'est une façon aussi de conjurer le mauvais sort du confinement. C'est un peu ça. Alors, je t'avoue que Amanecer, donc c'est le lever du jour, c'est l'aube. Oui, conjurer le mauvais sort et puis de se dire, avec ce que nous traversons aujourd'hui comme période, de se dire que la nuit va bientôt finir et que le jour va se lever bientôt et que ça va nous réchauffer les visages, comme cette sensation tellement belle du réveil quand on a les premiers rayons de soleil qui nous chauffent le visage avec nous. Alors, l'enregistrement, heureusement, on a réussi en fait, on a tout décalé, puisqu'on a été tous un peu bousculés, comme tout le monde, par tous les plannings. Et du coup, on a décidé finalement de peaufiner pendant du début du confinement jusqu'à la fin de l'été, peaufiner tous les morceaux, bien les travailler, bien se les approprier. Et on est rentré en studio en mi-septembre à peu près. On est allé chez Luis Mazzoni, enregistré au Vintage Sound Studio. Et voilà, et ça a duré une dizaine de jours à peu près. Donc finalement, on était un peu hors confinement. Mais tout le travail s'est fait pendant le confinement. Ensuite, pendant l'été, on a réussi à jouer un petit peu. Donc finalement, on a travaillé aussi. La situation pour vous et vos camarades de jeu actuellement, vous parliez du statut de l'intermittence qui était et qui reste un statut très précaire, Covid ou pas Covid. Alors, la première sensation qu'on a, et que je pense qui est propre à tous les intermittents, tous les artistes et tous les milieux de la culture, c'est un sentiment de vide et d'abandon qui est notable, puisque les discours s'accélèrent toutes les semaines de la part de nos ministres, mais c'est vrai que la culture finalement est quelque chose qui n'est pas présent encore dans les discours de nos ministres, ce qui fait qu'on se sent donc totalement délaissé, totalement abandonné. Il y a eu certes, comme tu dis, cette prise en charge pendant le confinement de se dire on va laisser une année pour souffler un petit peu, mais attention, pendant cette année, il faut quand même continuer à travailler et continuer à trouver des dates pour quand même réinjecter ces fameuses dates pendant cette année blanche pour réussir à avoir une vision pour l'année prochaine. Chose qui pour notre cas totalement impossible. C'est une nébuleuse qui est devant, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Alors on n'est pas à plaindre, nous, le Quartetto Taffi, je ne veux pas parler de notre cas. Nous avons mis des sous de côté, on a réussi un petit peu à se débrouiller, c'est pas la question. La question, c'est de se dire que déjà on est totalement oublié par nos ministres,
Après, la scène manque énormément, c'est-à-dire de ne pas être en contact avec le public, c'est quelque chose de très douloureux pour un artiste, en tout cas nous musiciens, de ne pas se confronter à la scène, de ne pas avoir les sensations que procure une scène et un live. Ça, c'est vraiment très douloureux. Après, on prend notre mal en patience, on essaie de travailler un petit peu à côté, de composer, quand même de travailler, de se voir, de répéter, donc de mettre aussi ces moments-là à profit. C'est pas facile parce que c'est pas facile de créer quand un contexte est aussi fragile et douloureux, mais on perd pas espoir parce que voilà, le lever du jour se fera un jour ou l'autre. Donc, justement, Amanecer sort quand? Vous en avez une idée ou pas encore? Notre album sortira en janvier à Paris. Le 26 janvier prochain, nous avons été invités au Festival des Voix, qui est un beau festival à Paris, dans lequel notre album sera disponible. Et pour Toulouse, on espère une jolie date au mois de juin prochain au Métronome, si tout va bien, croisez les doigts. On va parler des chansons que l'on pourra écouter sur Amanecer, Yo Soy El Endigo, où on retrouve une musicienne toulousaine, Leila Martial, qui vous a prêté sa voix pour ce morceau-là. Mais d'abord, racontez-nous un peu l'histoire de ce morceau. C'est un morceau qui se veut finalement assez universel, puisqu'il parle d'une couleur qui traverse la terre entière. Et l'indigo, c'est une couleur qu'utilisaient donc les Indiens des Andes pour teindre leurs costumes, leurs habits, et puis pour se mettre sur le visage. Donc c'est une couleur bleue très spéciale. Voilà, on parle aussi de l'enfant indigo aussi, on parle d'une sorte d'aura qui comporterait cette couleur et qui donnerait à l'enfant des caractéristiques spirituelles. Et c'est vrai, Léonore Arizpe, que lorsque vous parlez de la couleur bleue comme couleur de l'entrée en lutte, de l'entrée en guerre pour certaines populations d'Amérique du Sud, c'était la même chose pour les populations écossaises lorsqu'elles allaient au combat contre les envahisseurs romains, les Pictes, puisqu'on les appelait comme ça, c'était le nom de ces tribus-là. Les Pictes, la plupart du temps, avaient aussi des couleurs bleues sur le visage quand elles allaient au combat. Ah ben tu vois, là tu m'en apprends une, et je suis bien contente de savoir ça, puisque ça m'étonne pas. C'est une couleur qui est reliée donc au combat, à la vie, et c'est aussi cette couleur que j'avais envie d'un petit peu de ramener à la douleur et aux larmes de George Floyd, puisqu'on a été bouleversé donc par son assassinat en mai dernier par la police américaine. Donc j'ai relié toutes ces émotions, toutes ces forces autour de ce morceau, et surtout avec Leila Martial, parce que comme tu disais, Leila, on lui a présenté le morceau, on en a discuté, et puis elle a amené ce souffle absolument abyssal et merveilleux, profond sur ce morceau. Elle en a fait quelque chose d'extrêmement beau et d'extrêmement puissant, qui nous bouleverse à chaque fois qu'on l'écoute. Alors je ne vais pas trop en dire pour pas trop spoiler le morceau, mais là c'est une rencontre, c'est une fille extraordinaire qui nous a énormément émus tous les quatre. Voilà, c'est une fille qu'on garde au fond de notre cœur. Vraiment. Donc, on va écouter ce morceau dans 30 secondes, le temps de vous remercier d'avoir pris ces quelques minutes pour venir nous parler de votre formation, le Quartetto Tafi, et puis de cet album qui est en train de s'achever et que l'on pourra retrouver chez tous les bons disquaires et peut-être même les mauvais à partir de janvier 2021. Merci avec beaucoup, plaisir. Léonore Arizpe. Merci à tous. Et donc, on écoute tout de suite ce morceau Soy El Endigo, extrait de Amanecer, le prochain album du Quartetto Tafi, et vous nous le rappeliez tout à l'heure, juste avant que l'on enclenche la touche enregistrée de ce micro. C'est une petite exclue pour Radio Campus, ce morceau-là. Merci beaucoup de nous l'avoir offert en tout cas. À très vite. Merci. À très vite. Au revoir. Au revoir.
cheval, papa, maman qui c'est mon amor. Jedar matelat, de la mater babani makon perfoz mi. Quebraste, soy la rama del árbol que no quebraste, soy la rama del árbol que no quebraste, soy la rama del árbol que no quebraste, porque soy el índigo, soy el índigo. L'avantage avec le réchauffement de la planète, c'est que si l'avenir paraît plus dur, les carambars sont plus mous. Caramel mou. Caramel. Perrine Crubillet, bonsoir. Bonsoir. C'est vraiment un plaisir de vous réentendre dans ces micros campusiens. Ça faisait presque une petite année que l'on n'avait pas eu de vos nouvelles, du moins au niveau radiophonique. Il faut dire qu'il y a déjà un premier confinement qui était passé par là. Et ça fait que les occasions de se voir avaient été plutôt réduites. Comment allez-vous ? Bah, ça va très bien. Moi, je me suis mise au fourneau et puis la configuration actuelle m'a inspiré de nouvelles choses. Ouais, donc alors, je suppose que vous avez fait vos provisions de farine, de sucre, de pâtes alimentaires, d'épices en tout genre et tout ce qui fait un bon fond de cuisine. Donc, puisque je le rappelle, lorsque vous venez nous voir dans cette émission, c'est pour nous parler de cuisine. Alors, quelles sont les nouvelles sur le front toulousain ? Alors, où on va dîner ce soir ? Ah non, pardon. Chez qui on va dîner ? Ah non, pardon. Ce soir, c'est nouilles chinoises devant Netflix, demain midi. Takeaway. Ma curiosité gustative n'a pas désempli, surtout dans le temps et l'espace qui m'est imparti pour combler ce besoin vital. 1 heure de pause déjeuner, 1 kilomètre, vive le télétravail, la garde alternée et le polyamour. On peut changer plus facilement de point d'ancrage pour le rayonnement gourmand.
Heureusement qu'on est en mars, qu'on peut déguster ces repas à emporter sur les pelouses ensoleillées des jardins toulousains. Oui, je vous rappelle, on n'est pas en mars et on est en novembre. Mais heureusement que, effectivement, le printemps est plutôt précoce cette année. Oui, tout à fait. Du coup, je me laisse séduire par des adresses inconnues, sans trop de surprise, et je réactive la mémoire de mes papilles pour visiter les valeurs sûres, avec des bons vins, une cigarette à table entre l'entrée et le plat, comme au bon vieux temps. Mais bon, ça y est, ça remonte. Alors, je vous rappelle bien quelques-uns de mes chouchous dont je vous ai parlé ici même. Il y a le tire-bouchon, place du Puy, qui fait du take-away. Il y a les planeurs au Minime. Le mezcal, dont je vous ai jamais parlé, mais qui est un fameux Mexicain à Arnaud Bernard dans la rue Saint-Charles, en face de notre célèbre ex-Tchuss. Et puis tout d'un coup, bim, je me retrouve à Bahia en Dordogne, chez Jean et Gabi, à la grande fête du take-away. Ou Take a Days. Amants, Jean et Gabi, qui sont-ils? Amants, parents et maintenant amis, qui n'en finissent pas d'inventer une vie originale. Après avoir tenu une cave à manger sur les toits de Bahia en 2008, ils sont revenus en France et pour d'autres projets entre audiovisuel et spectacle vivant. Puis finalement, ils ont ouvert un restaurant en juin 2020. Bon, c'était peut-être pas le meilleur choix. Voilà, mais bon, voilà. Ils sont 46 avenue Honoré-Serre, entre Arnaud Bernard et les Minimes, face du conseil général. Et confinement, reconfinement oblige. Après, ils ont expérimenté la mise en place de la vente à emporter. Et ils ont choisi une formule non lucrative, mais qui tourne plutôt bien. Seulement le déjeuner, tous les jours sauf le samedi et le dimanche. On commande à partir de 9h du matin un menu hebdomadaire on découvre le menu hebdomadaire le week-end. Il y a 3 spécialités à chasser que je vous recommande vivement, Monsieur Kangourou. La feijoada de Gabi, plutôt le jeudi. L'échine de cochon confite à l'orange et butternut flambé au grand marnier. Ou encore le filet mignon à la puttanesca. Alors ça, ce sont les 3 spécialités de l'adresse. Côté vin, on n'est pas trop du même bord avec Jean, mais les valeurs sont bonnes, plutôt du bio au minimum, Carignan, Syrah. Et puis, vous prendrez bien un petit dessert? Ah ben oui. Alors là, pas le choix, c'est le baba au rhum, sinon rien. C'est une mini portion, c'est chou comme tout, on se laisse faire évidemment. Bon, c'est le déjeuner, c'est dommage, mais bon, voilà. Bref, tout ça pour vous mettre l'eau à la bouche. Et quand au printemps 2021, on pourra enfin remettre les pieds sous la table en terrasse, eh ben, je vous invite vivement à aller rencontrer Jean et Gabi à leur adresse, donc 46 avenue Honoré-Serre. Pour le moment, vous pouvez regarder sur leur site jean-et-gabi-restaurant.com pour commander vos déjeuners. Et puis au printemps aussi, ça sera pour moi le moment de retourner à Vigny-en-Foule à Gaillac pour vous en parler à visage découvert, j'espère. Très bien. Et est-ce que vous avez des nouvelles de nos adresses fétiches, la Pente Douce, les Petits Faillots, le Contre-Pied, également le Rocher de la Vierge, ou Solide? Est-ce que eux aussi ils se sont mis dans la vente à apporter ou est-ce qu'ils ont fermé leurs portes complètement? Vous avez eu des nouvelles? Oui, alors les configurations sont complètement différentes. Il y a le Takeaway Challenge de Rodenroll, notre influenceuse préférée, sur lequel on peut trouver toutes les adresses qui sont ouvertes ou fermées. Je sais bien que pour certains c'est compliqué en fait de faire de la restauration à table et de faire de la restauration à emporter. Il y en a pour certains comme Bastien Miam, pour lui c'était radical, c'était pas possible. Le Rocher de la Vierge malheureusement non plus. Voilà, c'est des positionnements par rapport aux clients, par rapport à des habitudes, par rapport à la cuisine, mettre en boîte ce qu'on sert dans une assiette, qu'on présente bien, le servir au bon moment, à la bonne cuisson, tout ça c'est des compromis que chacun a fait. Donc ceux qui sont ouverts en fait, ils ont adapté quand même leur plat, ils font des choses qui sont faits pour du take-away, pour de l'emporter. Voilà, chacun a adapté sa méthode. Oui, puisque l'auditeur sagace l'aura compris, quand on parle de take-away, on parle de vente à emporter. Et puisqu'on parle de vente à emporter, je vous rappelle que le Bijou, une salle de spectacle bien connue à Toulouse, continue à faire de la vente à emporter tous les mardis et tous les jeudis. Pour s'inscrire, il faut aller s'inscrire sur leur site sur Internet, comme on peut le faire donc sur tous les sites Internet des restaurants qui font de la vente à emporter. Les inscriptions se font là. Est-ce que vous pouvez simplement nous rappeler le site dont vous nous parliez tout à l'heure, où l'on peut avoir toutes les adresses de vente à emporter? Exactement. Alors c'est Rod and Roll. RODN
comme Inde, et RO2L. Je tiens quand même à préciser quelque chose, monsieur Kangourou, cher Joe, c'est que le click and collect et le emporter, c'est pas pareil. C'est-à-dire que le click and collect, c'est on s'inscrit sur un site, on choisit de repas, on définit un moment où on vient le chercher, et tout ça est géré par une interface informatique. Et le emporter, c'est on appelle le restaurant, on dit ce qu'on veut en fonction de ce qu'on a vu sur le site, et on va le chercher. Je fais la nuance parce qu'en termes de logistique et aussi de fiscalité, c'est pas la même chose. Ah ouais, d'accord, voilà. Très bien. Ouais. Bon, donc pour Jean et Gabi en l'occurrence, on peut appeler dès 9h du matin si on sait ce qu'on veut manger pour le déjeuner et convenir avec eux au téléphone d'une heure de retrait. Voilà. Très bien. Donc ça c'est des adresses pour passer le plus agréablement possible cette étrange période de reconfinement, en espérant que très vite on pourra se retrouver sur des terrasses toulousaines. Et d'ici le printemps, on va quand même essayer de se reparler, Perrine Crubillet, et peut-être faire un tour un peu plus précis des chefs toulousains et voir un peu où ils en sont de leur démarche et où ils en sont d'une réouverture hypothétique. On aura compris hier à l'écoute du Premier ministre que les restaurants, c'était peut-être pas pour décembre, même si certaines réouvertures pour les librairies, pour les salles de sport allaient peut-être être possibles. Pour les restaurants, apparemment, c'est pas pour tout de suite. Oui, bon, grand débat, grande histoire, à bientôt. À très bientôt, Perrine. Au revoir. Merci, au revoir. Et c'est avec Perrine Crubillet que s'achève ce 892e numéro de Caramel Mou. 2-3 infos avant de se quitter. On va commencer par le Bijou. Le Bijou qui organise des concerts en direct visibles sur leur site internet. Hier, la série a commencé avec le duo Boukang et ça continue la semaine prochaine, jeudi 26 novembre à 20h32 précise avec le chanteur qui sera ce soir-là en solo, Dimoné. Ce soir, dans quelques minutes, Initiative H joue en direct sur la chaîne YouTube de l'ISDAT, ISDAT. Ça commence vers 19h, 19h15. Enfin, je vous rappelle que le documentaire sur la bistronomie toulousaine est toujours visible sur les pages replay de France 3. Voilà, Caramel Mousse, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous les intervenants de ce soir d'avoir pris le temps de téléphoner. On se retrouve la semaine prochaine, toujours confinés. D'ici là, portez-vous bien. Salut les filles. Caramel.